Alors, une autre question qui nous préoccupe dans nos travaux, c'est bien sûr la question de l'économie du savoir, ou ce qu'on pourrait appeler aussi l'économie fondée sur la connaissance. C'est clair que c'est un sujet qui a attiré beaucoup d'attention ces dernières années. Pour autant, ce n'est pas une question qui est réglée d'une manière définitive, soit au plan des concepts, soit au plan des analyses, soit au plan des pratiques. Quand je dis pratiques, ça touche aussi bien les pratiques au niveau macroéconomique, dans les politiques des États, mais aussi dans les pratiques au niveau de l'entreprise. Et d'où la nécessité de clarifier ces notions. Je pense, comme il a été constaté par ailleurs, que nous sommes effectivement à un tournant majeur où la connaissance joue un rôle fondamental dans la création de richesses. Et de ce fait, eh bien, elle ne peut pas ne pas être intégrée comme un élément, comme un facteur de production à part entière dans la fonction de production conventionnelle où on était habitué à capital, au travail et bien sûr au progrès technique. Un certain nombre de constats, c'est que c'est clair que si on essaye de mesurer l'efficacité en termes de compétitivité par rapport à degré d'intégration de la connaissance, toutes les analyses le montrent d'une manière quantitative qu'il y a effectivement une corrélation entre les deux notions, c'est-à-dire que plus on est intégré dans cette dynamique de la connaissance, plus on a la possibilité d'être compétitif sur les marchés mondiaux. Et c'est pas étonnant aussi que les pays les plus compétitifs sont aussi les pays où la connaissance a été intégrée d'une manière importante et fondamentale dans toute la dynamique économique et dans la production, en particulier la production des biens matériels, mais aussi dans les services, bien entendu, et le reste de l'économie. C'est clair aussi, à partir des études dont nous disposons, en fait, c'est que le rythme, l'accélération de la croissance est visible et tangible quand il s'agit d'une dynamique qui intègre la connaissance comme un élément important. Certaines études qui ont été faites sur des pays qui sont maintenant reconnus comme étant largement intégrés dans l'économie de la connaissance ou l'économie du savoir, c'est clair que ce nouveau régime qui a été adopté leur a permis de gagner du temps d'une manière fondamentale. On estime que ce qu'on peut réaliser en 25 ans en taux de croissance cumulé peut être réalisé en 10 ans si on adopte une approche connaissance. Ce sont des éléments, des études qui ont été faites soit au niveau de la Banque mondiale ou l'OCDE et montrent réellement comment le nouveau modèle de croissance s'accélère du fait de l'intégration de la connaissance. Et c'est clair aussi, par ailleurs, que dans l'entreprise même, lorsque le processus de production intègre des éléments de la connaissance d'une manière résolue comme étant un facteur de production, c'est clair que la combinaison productive classique vient aller remodeler et on peut atteindre des degrés d'efficacité, de performance assez importants
Et je pourrais continuer à citer des tas d'exemples qui montrent que ce paradigme de l'économie du savoir et du savoir d'une manière générale est quelque chose de nouveau qui nous interpelle depuis maintenant quelques années et qu'on ne peut pas rester insensible à cet événement et surtout lorsque on le perçoit à partir d'une perspective des pays en développement. Parce que la question est celle-ci. Est-ce que ce nouveau paradigme de la connaissance ne peut pas aider ces pays à faire une accélération de leur développement économique, de leur croissance, du fait même que leurs moyens ne leur permettent pas peut-être de poursuivre la trajectoire classique du processus d'industrialisation que l'on connaît à travers l'histoire. Donc nous sommes ici réellement à un tournant qui nécessite pour les pays du Sud et en particulier pour la région que notre réseau investit, qui est la région du Maghreb, la Méditerranée, nécessite une réflexion et une prise en charge sérieuse aussi au niveau de la recherche, mais aussi un travail de sensibilisation au niveau des décideurs pour que cette notion, ces outils soient bien compris et surtout soient implémentés, appliqués dans les politiques, les nouvelles politiques d'industrialisation, les nouvelles politiques de croissance. Ceci est d'autant plus vrai que les ressources minières sur lesquelles repose un certain nombre de ces économies, on connaît le sort de ces ressources. Soit l'épuisement, mais plus grave encore, c'est évidemment la dévalorisation sur le marché international où les prix chuté d'une manière significative ces dernières années et montre que faut trouver d'autres sources renouvelables, d'autres sources qui permettent un développement durable autre que les produits miniers. Et on considère que parmi ces ressources qui sont renouvelables, parmi ces ressources qui sont d'accès relativement facile, parmi ces ressources qui demandent moins d'investissements importants et massifs pour la création des richesses, il y a la connaissance et il y a évidemment cette perspective de l'économie de la connaissance. Alors, et on dit cela, et il faut savoir aussi de quoi on parle. Et la première question qui vient à l'esprit est bien entendu, qu'est-ce que c'est que la connaissance et qu'est-ce que c'est que l'économie de la connaissance? C'est clair que, comme ça a été dit maintes fois, que la connaissance n'est pas un élément nouveau dans le processus de production de richesse. La connaissance, le savoir sont avec nous depuis des temps immémoriaux. Ça fait des siècles que déjà la connaissance est utilisée évidemment comme un élément de l'économie, de l'activité. On ne peut pas entreprendre une activité si on n'a pas le savoir et le savoir-faire qui est un ingrédient majeur pour cette activité. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? C'est peut-être cette question sur laquelle il faudra que l'on examine d'une manière un peu plus approfondie. D'abord, on en connaît un peu plus sur la connaissance. Et je reviendrai plus loin sur l'historique de comment on a évolué, mais ce qui est clair, c'est que la connaissance, c'est qu'elle a des propriétés qui lui permettent d'avoir une configuration différente de ce qu'on percevait comme savoir, comme connaissance par la suite. C'est bien entendu les attributs de la connaissance sont connus, c'est un bien non rival, c'est clair, c'est-à-dire qu'elle ne se
détruit pas quand on l'utilise et qu'elle peut être utilisée par plusieurs personnes à la fois, sans qu'il y ait des privations de l'un ou de l'autre, contrairement à bien produit matériel que l'on connaît d'une manière conventionnelle. Donc elle peut produire de la richesse sans être forcément détruite, et elle peut être possédée simultanément par plusieurs personnes. Cette notion d'honneur-rivalité est importante, parce que c'est ça qui va aussi constituer un élément nouveau dans la compréhension de la connaissance. C'est clair que c'est aussi connaissance bien cumulative, c'est-à-dire la production de savoirs nouveaux est la conséquence immédiate des savoirs déjà existants et nécessite une certaine capacité d'accumulation, une certaine capacité cognitive. Donc cette notion de cumulativité est importante, puisque la connaissance repose sur un socle de connaissances déjà existantes. Elle est aussi génératrice d'externalité. Ça, c'est un élément important, puisque un ouvrage, un film, un mode opératoire, une source de connaissances, eh bien, plus on l'utilise, plus elle a des effets bénéfiques sur les usagers, et on peut multiplier son usage. Une bibliothèque, si elle est ouverte, elle bénéficie à tout le monde, et tout le monde peut, à des coûts tout à fait symboliques, bénéficier de cette bibliothèque sans qu'on paye le coût réel de l'accès à ce service. Et donc, elle est là, productrice d'externalité, et de ce fait, elle correspond bien à un bien public. Et par conséquent, toutes les politiques publiques qui diffusent la connaissance, eh bien, participent à ce processus d'externalité positive important, pour peu que l'on reconnaisse cette dimension. Et pourtant, il faut souligner aussi qu'elle est bien privée, c'est-à-dire que la connaissance n'est pas gratuite. Bien entendu qu'elle est payante, parce que, pour des raisons évidentes, il y a un coût de production de cette connaissance, il y a un coût de protection, et donc elle répond à des logiques de biens privés, elle répond à des logiques de marché, et de ce fait, eh bien, il y a des restrictions d'accès à la connaissance et des restrictions d'usage de la connaissance. Parmi celles qui est la plus connue, évidemment, c'est le brevet qui protège les inventions et qui permet évidemment un accès payant à cette connaissance. Ça dépend bien entendu de l'importance de la connaissance, et ça dépend aussi de l'importance de ce que on peut appeler le processus de diffusion de cette connaissance. Donc nous sommes là réellement sur des aspects importants, des attributs de la connaissance, qui expliquent pourquoi elle revêt cet aspect particulier de facteur de production de richesse que n'avait pas évidemment le savoir dans sa forme conventionnelle, et que n'avait pas l'information, puisque on peut dire que l'information et la connaissance ne sont pas, on ne parle pas de la même chose. À partir des travaux anciens qui ont été faits, Arrow et tous les autres, eh bien, l'information existe indépendamment des individus, alors que la connaissance est attachée à l'individu. L'information n'engendre pas d'autres informations. Elle est pour ce qu'elle est. Elle est utilisée. Si elle est jugée importante, elle peut ne pas être utilisée. La connaissance résulte d'une activité cognitive, et bien entendu, elle engendre d'autres connaissances. Revenons à cet aspect cumulatif, et de ce fait, eh bien, elle revêt deux caractéristiques. Elle peut soit être codifiée,
codifiée, c'est-à-dire la connaissance qui a des supports, un ouvrage, un CD, un USB, etc. Elle peut être codifiée dans des supports. Et ça, c'est la partie, j'allais dire, la plus visible, mais c'est aussi la partie visible de l'iceberg. Parce que ce qui est moins visible, c'est toute cette partie de la connaissance qui n'est pas sur des supports qui sont facilement accessibles. C'est la connaissance tacite. Ça a été un concept qui a été introduit et qui, bien entendu, a permis de découvrir que lorsqu'on est devant un processus de production quelconque, bien, en fait, on utilise deux types de connaissances. On utilise la connaissance explicite, codifiée, formalisée, qui est facilement transmissible, mais aussi, en même temps, on utilise toute cette connaissance non formalisée, non codifiée, la connaissance tacite, et qui, elle, par contre, est difficilement transmissible. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à l'expérience des hommes, elle est dans la tête, dans le vécu des acteurs qui sont dans le processus, et on peut évidemment envisager de l'extraire, on peut envisager d'y avoir accès, mais ce n'est pas toujours facile si le porteur de cette connaissance tacite n'est pas dans une attitude collaborative. Il peut, en d'autres termes, facilement opérer une restriction à la diffusion de cette connaissance tacite s'il n'y a pas une motivation quelconque. Et comme je disais, c'est la partie immergée de l'iceberg, puisqu'elle peut représenter dans certains processus jusqu'à 80% de la connaissance dans l'entreprise. Par conséquent, l'un des défis pour cette économie du savoir, c'est de pouvoir appréhender ce savoir, cette connaissance qui est dans la tête des hommes, des opérateurs, qui sont soit des managers, qui sont des opérateurs dans le processus de production, et surtout aider à formaliser cette connaissance, parce que, comme je le disais, plus elle est codifiée, plus il y a possibilité de la diffuser, de la partager, et plus là, elle est efficace dans le processus de production. D'ailleurs, lorsqu'on voit cette historique, eh bien, on est parti de données toutes simples, les années 50, on peut dire des années 50 aux années 70, où il s'agissait de produire des produits tangibles et de services, mais la connaissance, les données étaient parfaitement suffisantes pour régler un certain nombre de ces processus, bien que la connaissance aussi existait. Ensuite, on est parti à la révolution, on a évolué vers la révolution de l'information, où l'information, du fait de sa masse, sa disponibilité, son importance, a eu une influence sur les processus de production de richesse, que cette information, bien sûr, soit au niveau d'une entité, d'une entreprise, ou bien au niveau d'une organisation, ou toute autre institution. Et là, on n'est plus que dans du produit, on est dans la fabrication de solutions. Et d'où tous les travaux qui ont été faits autour des systèmes d'information et leur nécessité dans le processus de production et dans l'entreprise en particulier. Et on peut dire qu'à partir sensiblement des années 90 et jusqu'à l'heure actuelle, eh bien, nous sommes maintenant carrément, nous avons basculé dans la connaissance comme étant un facteur important de la production. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus que dans les solutions existantes, nous sommes dans l'ère de l'innovation. Et l'innovation, ça veut dire qu'il y a une capacité cognitive, de la créativité et une masse de connaissances importante à mobiliser.